Je vois le développement personnel comme l'extrémité d'un spectre. Donc, le spectre dont je parle, c'est probablement le spectre de la sagesse. D'un côté, on retrouve des philosophes très théoriques et donc incompréhensibles pour les non-initiés, comme Heidegger, Hegel, Kant. Et plus loin vers le centre du spectre, on retrouve des philosophes grecs un peu plus traditionnels, un peu plus faciles à comprendre, comme Épictète et son manuel, Platon avec son banquet, avec l'apologie de Socrate. Ce sont des œuvres qui sont moins théoriques parce qu'elles montrent que la philosophie a une influence concrète sur la vie de l'homme. Elle peut être mise en pratique dans la vie réelle. Et selon moi, l'apologie de Socrate et le Criton qui suit sont parmi les meilleurs exemples de ça. Dans l'Apologie, Socrate est condamné à mort pour avoir condamné la jeunesse et pour ne pas avoir reconnu les dieux de la cité. Et ces juges lui donnent la possibilité d'échapper à sa condamnation en renonçant à ses idées. Sauf que Socrate décide de maintenir ses propos et d'en subir les conséquences parce qu'il veut rester vrai à lui-même. Il dit à ce moment-là, « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Autrement dit, il vaut mieux mourir que de vivre en ayant été intellectuellement malhonnête. Il se retrouve alors en prison, comme on le voit dans ce qui est en quelque sorte la sequel de l'Apologie de Socrate. Et là encore, son ami, Criton, lui propose de s'échapper, mais encore là, Socrate est prêt à mourir pour faire ce qui est juste, ce qu'il croit qui est juste, et ce qui est en adéquation avec sa philosophie. On pourrait aussi parler du mythe de Sisyphe de Camus, qui montre que oui, la vie est absurde, mais on doit résister à cette situation, à cette condition. On peut pas s'y résigner, et pire encore, on doit absolument pas se suicider pour, en quelque sorte, abandonner complètement l'idée de la vie. Il faut plutôt résister cette résistance-là qui va donner un sens à l'absurde. Et ici, je simplifie énormément, là, mais on peut faire un parallèle avec la situation des Français à l'époque où le mythe de Sisyphe a été écrit, alors qu'ils étaient sous l'occupation allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Et encore là, je sais pas si le parallèle est clair, mais il y en a clairement un ici. Cette idée de résistance-là, à un moment aussi important dans la guerre, à un moment aussi difficile, montre que d'une certaine façon, le mythe de Sisyphe a été inspiré de la vie réelle. Il y a Marc Aurèle avec ses principes de la pensée stoïcienne qui évidemment sont inspirés de sa propre vie d'empereur, puis les batailles qu'il a dû mener d'un point de vue littéral. Là. On voit à travers sa vie d'empereur romain que sa philosophie a forgé sa façon de se comporter, mais l'inverse est également vrai. C'est à travers son expérience qu'il a été capable de bâtir sa philosophie. Puis Marc Aurèle est redevenu populaire avec le temps, mais on parle peu de Sénèque, puis de ses textes qui le placent également dans la tradition stoïcienne avec, par exemple, les lettres à Lucilius, ou encore mon préféré, la brièveté de la vie. Maintenant, il est temps de jeter un regard à l'autre extrémité du spectre, celle pour laquelle je n'ai pas encore parlé, celle où la pratique prend le dessus, puis on perd la sagesse des textes que l'on retrouvait au milieu ou encore de l'autre côté du spectre. C'est ici qu'on va retrouver, par exemple, les Mark Manson de ce monde, avec son art subtil de s'en foutre, évidemment, mais on peut en nommer plein d'autres, là, 48 Laws of Power, L'ego et l'ennemi, Atomic Habits. Je pense que vous comprenez un peu de quel type de texte je parle. Ici, c'était des œuvres principalement américaines, là, mais chez les Français, on retrouve, je pense que l'exemple le plus facile, ça serait Frédéric Lenoir, ou encore Charles Pépin, par exemple. Ce sont tous des livres qui se basent très souvent sur la sagesse des stoïciens, par exemple, ou sur d'autres personnages emblématiques de la philosophie et leurs idées. Et donc, ce sont des textes qui cherchent seulement à résumer et à mettre en pratique ce qui est enseigné par ces philosophies-là. Ce sont des livres qui sont aisément digérables et qui vont utiliser des passages de l'histoire, des passages, des idées philosophiques pour, justement, édulcorer le contenu. Et ultimement, le développement personnel, c'est une invention très américaine. On nous invite à consommer la sagesse par administration rapide sans avoir réellement à la digérer. Donc tout est condensé, tout est résumé. On nous donne l'information tout cuit dans le bec. Et enfin, au bout complètement du spectre, parce qu'on n'y était pas encore, on quitte complètement la lecture, on quitte complètement l'aspect théorique du spectre de la sagesse. Puis, on retrouve des vidéos de développement personnel faisant des résumés de livres, donc comme ceux que j'ai parlé, des TikTok visant à expliquer des life hacks, résumant des philosophies en 3 phrases, etc. Le problème avec le bout de ce spectre, c'est que
plus l'information est digérable, moins le lecteur ou le consommateur, dans ce cas, est impliqué dans la réflexion. Parce que tout est expliqué et digéré à sa place. Puis avec cette vision des choses-là, on comprend que la philosophie n'est pas difficile à lire pour rien. Parce que ce sont des livres qui nécessitent la réflexion du lecteur. Il faut que le lecteur soit investi dans sa lecture pour réellement comprendre, puis en ressortir quelque chose. Il y a des philosophes qui vont écrire de façon inutilement complexe, mais d'habitude, la complexité se retrouve dans la compréhension par le lecteur des idées qui sont évoquées dans un texte philosophique. Et ce que je dis là, c'est un principe de l'apprentissage important. C'est pas seulement une idée de prétentieux, là, comme quoi c'est normal que ça soit difficile, la philosophie ou quoi que ce soit. C'est que on retient mieux lorsqu'on met de l'effort à essayer de comprendre. De même, une compréhension approfondie d'un sujet, ça nécessite de voir la situation sous des angles qui sont différents, puis de retourner à des sujets qui sont difficiles plusieurs fois. Puis je fais ce rapprochement-là parce que d'habitude, les livres de philosophie nécessitent d'être lus à travers une longue période de temps. Puis pour donner l'exemple par excellence, là, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, un livre que j'ai absolument pas lu par ailleurs, là, mais c'est pour donner un exemple, on recommande une lecture de 3 pages par jour max, sur environ 750 pages, là, dépendamment du format du livre. Et donc, je vous laisse faire le calcul, là, mais ça va faire quand même pas mal de jours que vous allez devoir passer avec ce livre-là pour le lire en entier une première fois. Et donc, c'est par l'exposition prolongée que les idées finissent par nous impacter, puis qu'on finit par se les approprier. Et donc, il faut entrer en dialogue avec le texte d'une certaine façon, que ce soit par la prise de notes, le maintien d'un journal, la technique des mini-essais, les clubs de lecture, ce genre de choses. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pas parce que les livres de développement personnel sont plus facilement digérables, plus faciles à lire, qu'on doit les rejeter complètement, parce que c'est très souvent une excellente introduction à des concepts. La sagesse, ça peut se retrouver dans plein d'endroits différents. Elle va forcément être plus condensée dans des livres de philo, mais il faut savoir faire la part des choses, puis parfois le livre de développement personnel, c'est un niveau d'interaction avec des idées qui est suffisant. Parce qu'on ne peut pas toujours lire la phénoménologie de l'esprit. Puis on pourrait aller encore plus loin dans cette réflexion-là en disant que les deux extrémités du spectre, au final, se rejoignent. Et donc, le contenu Internet qui résume des idées philosophiques, puis des résumés de livres de développement personnel qui sont faits en 30 secondes, ce genre de choses-là, rejoignent l'autre extrémité, celle de la philosophie pure et dure. Je m'explique. Socrate s'opposait à l'écriture, puis il affirmait que l'écrit était contre l'idée même de la philosophie, ou du moins l'idée que lui-même en développait. Pour lui, la philosophie se pratique par le discours et le dialogue. Et comme de fait, c'est à travers le discours et le dialogue que Socrate pratiquait la maïeutique, soit l'art de poser des questions à son interlocuteur pour lui faire accoucher de la vérité. Ultimement, c'est exactement cet esprit-là du dialogue qu'on retrouve dans le podcast d'aujourd'hui, beaucoup plus que dans la philosophie écrite des derniers siècles. C'est cet esprit-là qu'on retrouve dans la section commentaires des vidéos, sur des blogs personnels ou des forums. C'est un compromis entre le monde virtuel et la tradition philosophique, soit les deux bouts du spectre. Et donc, selon moi, chaque partie du spectre a sa place. Il faut seulement savoir faire la part des choses et être intentionnel dans la façon dont on utilise notre temps. Ce qui est clairement l'un des plus grands défis de la société d'aujourd'hui, mais ça c'est pour une autre vidéo. Alors pour ce qui est de mes recommandations littéraires traditionnelles, je vais faire une vidéo complète sur le sujet. Je vais faire une prochaine vidéo là, à l'avenir sur mes livres de développement personnel préférés parce que selon moi c'est une façon de communiquer de l'information qui est négligée par ceux qui apprécient un peu plus la philosophie. Et ça, c'est une erreur. Donc, on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Puis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci.